Dans un récit captivant sur le destin et l'erreur humaine, les vies de deux femmes sont liées par une confusion médicale choquante à l'hôpital Willows. La riche femme d'affaires Bintaba pense qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre après avoir reçu un diagnostic dévastateur, tandis que Fatoumata Guy, une femme accablée par des années de maladies non diagnostiquées, reçoit enfin de l'espoir pour faire face à une réalité cruelle. Alors que Binta se prépare à sa mort imminente, elle est confrontée à la trahison au sein de sa propre entreprise, tandis que la joie retrouvée de Fatoumata est éclipsée par l'incertitude. Cette histoire explore les profondeurs du désespoir, de la résilience et de la nature fragile de la vie, nous rappelant le lien puissant entre l'amour, l'espoir et le pardon. Vont-elles découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Rejoignez-nous alors que nous naviguons dans ces montagnes russes émotionnelles qui vous feront remettre en question l'essence même de la vie et des relations. Que ressentiriez-vous si on vous annonçait qu'il ne vous reste que 3 mois à vivre, pour découvrir quelques mois plus tard que l'hôpital vous avait donné par erreur le résultat d'un test effectué par quelqu'un d'autre, et que vous n'étiez pas en train de mourir? Voici l'histoire de deux femmes dont les résultats d'analyse ont été échangés à l'hôpital, une erreur qui a failli leur coûter la vie et tout ce qu'elle contenait. Tout a commencé un matin froid, dans le célèbre hôpital Willows, deux femmes étaient assises dans leur salle d'hôpital séparée, attendant le résultat de leur test qui venait de se terminer. Bintaba était une femme d'affaires riche, qui s'était effondrée et était tombée dans son bureau la veille. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et une série de tests a été effectuée sur elle pour déterminer la cause de son effondrement. Binta avait toujours été l'image même de la santé, n'imaginant jamais que quelque chose pouvait aller mal. Sa vie tournait autour de son entreprise en plein essor, de voyages d'affaires internationaux et d'événements luxueux. Assise dans la salle d'hôpital, elle se sentait mal à l'aise pour la première fois depuis longtemps. Elle n'avait pas l'habitude d'être vulnérable. Dans la salle adjacente se trouvait Fatoumata Guy, une femme d'âge moyen issue d'un milieu modeste. Pendant des années, elle avait lutté contre une maladie qu'aucun médecin n'avait pu diagnostiquer. Des visites incessantes à l'hôpital, chez des guérisseurs traditionnels et des herboristes l'avaient épuisée financièrement et émotionnellement. Sa famille avait épuisé toutes ses économies pour essayer de trouver un remède à sa maladie, et Fatoumata était sur le point de perdre espoir. Cependant, un soir, une vieille amie de Fatoumata lui rendit visite et lui parla d'un médecin spécialiste à l'hôpital Willows, qui avait la réputation de résoudre des problèmes médicaux mystérieux. Elle encouragea Fatoumata à essayer une dernière fois, promettant que cette visite pourrait être la réponse qu'ils avaient espérée, et Fatoumata, désespérée, décida d'aller voir le médecin. Maintenant, alors que Fatoumata était assise dans la salle d'hôpital, elle pensait à toute la douleur qu'elle avait endurée. Chaque visite à l'hôpital s'était terminée de la même manière, des tests non concluants, des diagnostics vagues et aucune vraie réponse. Mais d'une certaine manière, cette fois-ci, c'était différent. Peut-être parce qu'elle avait enfin trouvé un hôpital réputé, ou peut-être parce qu'elle pensait qu'après toutes ces années, quelque chose devait changer. Le docteur Khalifa, le médecin de garde à Willow Creek, a examiné les résultats des deux femmes. Les analyses de Binta étaient claires, rien ne clochait, son effondrement était probablement dû à l'épuisement dû à son mode de vie chargé. Les résultats de Fatoumata, en revanche, ont révélé qu'elle souffrait d'une maladie rare qui la tuait lentement. Il ne lui restait que quelques mois à vivre si elle ne commençait pas immédiatement un traitement. Mais alors que le docteur Khalifa prenait des notes dans les dossiers, une simple erreur administrative a été commise. Le nom de Binta a été inscrit sur le dossier de Fatoumata, et le nom de Fatoumata sur celui de Binta. Ce qui a suivi a été une tragédie née de ce seul instant d'erreur humaine. Le docteur Khalifa s'est d'abord rendu auprès de Binta, tenant son dossier en main, prêt à lui dire ce qu'il croyait être la vérité. « Madame Ba, commença-t-il, je crains que les résultats des tests n'aient montré que vous souffrez d'une maladie rare et qu'il vous reste environ 3 mois à vivre. Ton corps perd peu à peu de sa force, et il est conseillé que tu ralentisses complètement le rythme du travail et que tu te concentres sur tes derniers moments avec ta famille. » Binta regarda le médecin, choqué. Son monde s'écroulait sous ses yeux. C'était une femme d'action, quelqu'un qui s'épanouissait dans la résolution de problèmes, mais c'était quelque chose sur lequel elle n'avait aucun contrôle. Elle n'avait jamais imaginé qu'une chose aussi catastrophique puisse lui arriver. Elle venait de conclure un très gros contrat dans son entreprise et avait hâte de parcourir enfin le monde après avoir travaillé si dur pendant plus de 20 ans. Et maintenant, elle se retrouvait là, à apprendre qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Binta ne pouvait contenir ses larmes, elle sanglotait de manière incontrôlable, se souvenant de son mari et de sa fille, qu'elle aimait tant. L'idée de les laisser derrière elle brisait son cœur, alors qu'elle se demandait comment leur faire savoir qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Comment pouvait-elle le dire à son mari?
À sa fille? Comment pouvait-elle trouver les mots pour expliquer que son temps avec eux était compté? Dans la salle adjacente, Fatoumata reçut une autre nouvelle. Le docteur Khalifa entra dans sa chambre, arborant un doux sourire. « Madame Guy, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vos analyses ne montrent aucun signe de maladie grave. Vous êtes en bonne santé. Vos résultats ne mettent pas votre vie en danger, vous pouvez donc rentrer chez vous et vivre votre vie librement. » Fatoumata resta sans voix. Après des années de souffrance et d'innombrables visites à l'hôpital, quelqu'un lui annonçait enfin qu'elle était libre. Elle se sentit étourdie, submergée de soulagement. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle remercia le médecin à plusieurs reprises. Le poids qui pesait sur son cœur depuis des années s'envola en un instant. Elle avait du mal à y croire, mais les paroles du médecin la remplirent d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au fil des jours, les vies des deux femmes ont pris des directions opposées. Binta, rongée par la conviction qu'elle allait mourir, a commencé à s'éloigner de son entreprise et de sa famille. Elle a rédigé son testament, accepté l'inévitable et commencé à compter les jours, attendant le moment de sa mort. Elle a vu apparaître dans son corps des symptômes qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Douleur, fatigue et faiblesse qui semblaient confirmer le diagnostic du médecin. Son corps, autrefois plein d'énergie, se sentait désormais fragile et faible. La simple croyance que sa vie approchait de sa fin suffisait à convaincre son esprit et son corps que c'était vrai. En revanche, la vie de Fatoumata s'est épanouie. Pour la première fois depuis des années, elle a pu profiter de la vie sans l'ombre de la maladie qui pesait sur elle. Elle a commencé à mieux manger, à faire de l'exercice et à renouer avec ses anciens amis. Elle ne ressentait plus le lourd fardeau de l'incertitude. En fait, son corps a commencé à répondre au bonheur qui remplissait désormais son cœur. Sa douleur chronique a disparu et Fatoumata s'est sentie plus forte et plus vivante que jamais. Elle a repris ses activités quotidiennes, heureuse d'avoir été miraculeusement guérie. Mais la vérité n'était qu'une question de temps. Un jour, alors que l'état de Binta empirait, son mari a insisté pour demander un deuxième avis dans un autre hôpital. Binta s'est opposée à cette idée, affirmant que cela ne servait à rien. Tous les efforts de son mari pour lui faire repasser le test se sont avérés vains, car Binta n'était pas prête à le faire. Mais de retour à l'entreprise, la nouvelle de son état s'est répandue comme une traînée de poudre. La majorité de son personnel s'est senti très mal à l'idée d'apprendre son état, mais un petit groupe a vu cela comme un moyen de s'enrichir. Elle ne sera pas là pour longtemps, se sont-ils dit, alors qu'ils commençaient à comploter pour reprendre l'entreprise. Alors que Binta continuait à se retirer de son entreprise, son absence a créé un vide au sommet, laissant la place à certains employés d'exploiter la situation. Des réunions ont eu lieu en secret, des plans ont été élaborés pour tirer profit de la détérioration de l'état de Binta, et peu à peu, des fissures ont commencé à se former au sein de la direction de l'entreprise. Monsieur Musa Ndiaya, l'employé le plus fiable de Binta, a dirigé le projet de reprise de l'entreprise par Binta. Il estimait qu'après avoir travaillé avec Binta pendant près de 10 ans, ses services à l'entreprise n'avaient pas été suffisamment appréciés. Il a demandé l'aide de certains membres clés du personnel de direction qui étaient tout aussi insatisfaits et désireux de prendre le contrôle. Ensemble, ils commencèrent à planifier une prise de contrôle hostile de l'entreprise, se positionnant stratégiquement pour prendre le pouvoir dès que Binta serait trop faible pour la gérer. Musa se voyait comme le nouveau chef de l'entreprise, pensant que l'absence inévitable de Binta le laisserait bientôt à la tête des activités. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle de leur plan diabolique n'atteigne les oreilles de Binta, qui ne pouvait pas croire ce que Musa faisait. Faible et épuisé émotionnellement, Binta avait du mal à croire à la trahison qui se déroulait sous ses yeux. Musa Ndiaya, l'homme en qui elle avait confiance pendant près d'une décennie, complotait dans son dos, se préparant à reprendre la société qu'elle avait bâtie à force de sueur et de sacrifices. La nouvelle la frappa plus durement que le faux diagnostic lui-même. La trahison d'un proche allié était un coup qu'elle n'avait jamais vu venir. Bien que consumée par la croyance que sa fin était proche, cette nouvelle révélation fit naître quelque chose en Binta. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas simplement rester assise et regarder tout ce qu'elle avait construit s'effondrer. Rassemblant les forces qui lui restaient, Binta décida de reprendre le travail. Elle se leva de son lit et s'habilla rapidement pour se rendre au bureau. C'était la première fois qu'elle se rendait au bureau depuis son diagnostic, et Binta ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder son dur labeur lui être arraché sous le nez. Elle ne pouvait pas laisser Musa ou qui que ce soit d'autre démanteler l'empire qu'elle avait passé sa vie à construire. Lorsque Binta entra dans son bureau, des murmures emplirent les couloirs. Sa présence inattendue prit tout le monde par surprise. Musa, qui organisait sa prise de pouvoir avec suffisance, se figea en voyant Binta entrer dans la salle de réunion. Son visage, autrefois rempli de confiance, pâlit lorsque Binta fixa son regard sur lui et passa devant elle sans un mot. Elle entra dans son bureau, ferma la porte derrière elle, emplissant toute l'atmosphère de panique.
Musa se tenait là, secoué, incertain de ce que Binta avait dans ses manches. Son regard sévère envers lui plutôt lui disait qu'elle savait tout. Il pouvait sentir les murs se refermer sur lui, mais il n'était pas prêt à abandonner pour l'instant. Il réunit rapidement les conspirateurs pour une réunion, espérant sauver la situation et accélérer leur plan. Il savait que Musa était trop faible pour se battre pour son entreprise. Ils ont donc convaincu les membres du conseil d'administration de la société de déclarer Binta inapte à diriger l'entreprise, en raison de sa mauvaise santé et du fait qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Binta ne pouvait pas croire à quelle vitesse les choses avaient changé. Musa, l'homme qu'elle avait fait de lui aujourd'hui, se battait pour reprendre son entreprise, sans se souvenir de tout ce qu'elle avait fait pour lui. La fois où elle lui avait sauvé la vie lorsqu'un conducteur imprudent l'avait renversé et laissé pour mort. À l'époque, Musa était un pauvre mendiant dans la rue qui n'avait pas de maison et personne pour s'occuper de lui. Binta l'avait accueilli, avait payé ses factures médicales, lui avait donné un emploi et l'avait encadré jusqu'à ce qu'il devienne son confident le plus fidèle. Maintenant, il lui rendait sa gentillesse par une trahison, complotant pour reprendre tout ce qu'elle avait construit. La douleur de cette prise de conscience pesait lourdement sur son cœur, mais Binta savait qu'elle devait agir rapidement pour protéger son héritage. Pendant ce temps, Fatoumata vivait toujours sa vie avec l'impression d'avoir été miraculeusement guérie. Elle accepta de se marier avec un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Ils étaient amis depuis très longtemps, et Fatoumata, se croyant complètement guérie, décida de se ranger enfin. Son mariage était dans quelques jours, et tout semblait parfait, à l'exception de la tension croissante entre sa sœur, Mariama, et elle-même. Mariama avait toujours été protectrice envers Fatoumata, surtout pendant ses années de maladie. Mais depuis que Fatoumata avait reçu la nouvelle miraculeuse de sa guérison, les choses avaient changé. Mariama, qui avait mis une grande partie de sa propre vie entre parenthèses pour s'occuper de sa sœur, se sentait négligée et peu appréciée. Il lui semblait que tout le monde, y compris Fatoumata, avait oublié les sacrifices qu'elle avait faits pendant ces longues années de maladie. Pendant ce temps, Fatoumata vivait toujours sa vie avec l'impression d'avoir été miraculeusement guérie. Elle accepta de se marier avec un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Ils étaient amis depuis très longtemps, et Fatoumata, se croyant complètement guérie, décida de se ranger enfin. Son mariage était dans quelques jours, et tout semblait parfait, à l'exception de la tension croissante entre sa sœur, Mariama, et elle-même. Mariama avait toujours été protectrice envers Fatoumata, surtout pendant ses années de maladie. Mais depuis que Fatoumata avait reçu la nouvelle miraculeuse de sa guérison, les choses avaient changé. Mariama, qui avait mis une grande partie de sa propre vie entre parenthèses pour s'occuper de sa sœur, se sentait négligée et peu appréciée. Il lui semblait que tout le monde, y compris Fatoumata, avait oublié les sacrifices qu'elle avait faits pendant ces longues années de maladie. Et maintenant, à l'approche du mariage, la frustration de Mariama avait atteint un point d'ébullition. Les disputes avaient d'abord commencé pour quelque chose d'aussi insignifiant. Il s'agissait d'un désaccord sur la liste des invités du mariage de Fatoumata. Mariama avait supplié sa sœur de l'autoriser à inviter quelques amis pour le mariage, mais Fatoumata avait déjà finalisé la liste et n'était pas disposée à faire des changements à la dernière minute. « Je te le dis, nous n'avons plus de place pour d'autres invités », dit Fatoumata à sa sœur Mariama, la voix pleine d'irfatumatation, alors qu'elle pliait un tissu en dentelle brillante destiné à ses demoiselles d'honneur. « Nous avons planifié ce mariage dans les moindres détails, Mariama. Je ne peux pas commencer à ajouter des personnes au hasard. » Mariama croisa les bras, la mâchoire serrée. « Je ne parle pas de n'importe qui, Fatoumata. Ce sont des gens qui étaient là pour nous quand tu étais malade. Ils ont prié pour toi, ils ont soutenu notre famille, et maintenant, alors que tu te maries enfin, tu veux les exclure ?» Fatoumata soupira en se levant et en écoutant sa sœur. « J'apprécie tout ce qu'ils ont fait, vraiment, mais j'ai déjà pris des dispositions. Il ne s'agit pas de savoir qui m'a aidé dans le passé, mais de savoir ce qui fonctionne pour nous. » Les yeux de Mariama étaient maintenant remplis de douleur alors qu'elle parlait. « Ce qui fonctionne pour toi, tu veux dire. Tout tourne toujours autour de toi maintenant, n'est-ce pas? Tu te maries, tu es en bonne santé, tu as toute la vie devant toi. Pendant ce temps, j'ai tout mis en suspens pendant des années, et maintenant c'est comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Tu agis comme si le passé n'avait jamais eu lieu. » Fatoumata leva les yeux, choquée par l'amertume dans la voix de sa sœur. Elle informa sa sœur à quel point elle était reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait pour elle, mais avant que Fatoumata ne puisse finir de parler, Mariama l'interrompit, crachant des commentaires ignobles, sans se soucier de l'effet de ses mots. « Tu es reconnaissante ?» demanda Mariama, la voix s'élevant. « Reconnaissante ? C'est ça. J'ai tout abandonné pour toi. J'ai quitté mon travail, j'ai perdu ma relation et j'ai passé des années à prendre soin de toi alors que personne d'autre ne le ferait.
Et maintenant que tu es en bonne santé et que tu te maries, tu agis comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Le cœur de Fatoumata s'emballa lorsqu'elle vit la douleur dans les yeux de sa sœur. Cependant, au lieu d'aborder le problème, elle commença à agir sur la défensive. « Mariama, je ne t'ai pas demandé de sacrifier ta vie pour moi. Tu as fait ces choix. Et maintenant tu essaies de me faire sentir coupable parce que je suis enfin heureuse? Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait, mais je ne peux pas continuer à vivre ma vie, à marcher sur des œufs, tout ça parce que tu m'as aidé. Si c'est comme ça que tu me domines, alors tu n'aurais pas dû m'aider parce que personne ne t'a forcé à aider. » Mariama, remplie de colère, regarda sa sœur dans les yeux et souhaita qu'elle meure. La pièce devint silencieuse après les paroles de Mariama. Son visage rougit de colère, et sa poitrine se souleva et s'abaissa avec des respirations rapides alors que le venin de sa déclaration s'installait entre elles. Les yeux de Fatoumata s'écarquillèrent sous le choc, son cœur battait fort dans sa poitrine tandis que les mots cruels de sa sœur résonnaient à plusieurs reprises dans ses oreilles. Le poids de ce que Mariama venait de dire rendait l'air si lourd et étouffant. Elle ne pouvait pas croire que la sœur qui avait été à ses côtés dans ses moments les plus sombres puisse souhaiter sa mort. Pleine de colère, Fatoumata gifla violemment sa sœur au visage et Mariama, sans réfléchir, frappa sa sœur en retour, à plusieurs reprises, en l'injuriant et en souhaitant qu'elle meure. Au moment où elles échangeaient des coups, Fatoumata ressentit une vive douleur au ventre et se mit à crier. Mariama, bien qu'agitée, ne pouvait ignorer les cris de sa sœur, alors qu'elle l'emmenait à l'hôpital. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital, Fatoumata souffrait énormément. Une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Sa sœur Mariama ne pouvait pas croire ce qui se passait. Le déclin soudain de Fatoumata troublait son cœur, car elle croyait en être la cause. Alors qu'ils emmenaient Fatoumata aux urgences, un nouveau médecin, le docteur Damba Faal, s'occupa d'elle. Son expression s'assombrit lorsqu'il examina les résultats de son scanner. Fatoumata, à peine capable de parler, grimaça de douleur lorsqu'elle réussit à demander au médecin quel était le problème. Le docteur Damba Faal hésita un instant avant de répondre. « Mademoiselle Guy, je crains que votre état ne soit bien pire que ce que l'on a pu vous faire croire. Les scanners montrent que votre maladie a progressé rapidement. » Le visage de Fatoumata pâlit alors que ces mots s'imprégnaient. « Mais, on m'a dit que j'allais bien. J'ai reçu un certificat de bonne santé il y a quelques mois. Le docteur Khalifa m'a dit que j'étais guérie. » dit-elle, la voix tremblante de désespoir. Le docteur Damba Faal avait l'air confus, feuilletant ses dossiers. « En êtes-vous sûr? Vos scanners actuels indiquent que votre état s'est détérioré. Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez plus que 2 semaines à vivre. Il doit y avoir une erreur. » Le cœur de Fatoumata se serra dans son estomac. La nouvelle la frappa comme un coup de massue, et pendant un moment, elle ne put respirer. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle d'une voix faible. « Comment est-ce possible? On m'a dit qu'il me restait 3 mois à vivre. » Elle serrait fermement les draps de l'hôpital en poussant un cri très douloureux. Le docteur Damba Faal ne pouvait s'empêcher de se sentir inquiet. Son accusation résonnait sans cesse dans sa tête, alors qu'il décidait d'enquêter davantage. Il regarda à nouveau les dossiers, essayant de reconstituer le puzzle. Il décida de se rendre chez le docteur Khalifa, qui, selon Fatoumata, lui avait donné le résultat quelques mois auparavant. En entendant cela, le docteur Khalifa ouvrit les yeux, choqué, réalisant la grave erreur qu'il avait commise. Binta, à qui on avait annoncé qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre, se trouvait dans son bureau, luttant pour reprendre le contrôle de son entreprise, lorsque le docteur Khalifa l'appela. « Madame Ba », commença le docteur Khalifa, la voix pleine de culpabilité. « Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a eu une terrible erreur. Les résultats des tests que nous vous avons donnés il y a quelques mois ne vous appartenaient pas. Il y a eu une confusion et nous vous avons donné le diagnostic de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en train de mourir, Madame Ba. Vous n'étiez jamais en train de mourir. » Bata sentit son monde s'arrêter pendant une seconde. Sa vie, qui s'était déjà effondrée, semblait à nouveau se briser, mais cette fois, d'une manière complètement différente. Bata resta figé, le téléphone pressé contre son oreille, tandis que les mots du docteur Khalifa résonnaient dans son esprit. « Vous n'êtes pas en train de mourir. Vous n'étiez jamais en train de mourir. » Le poids des derniers mois, des mois passés à faire son deuil, à se préparer à la mort, à se retirer de sa vie, tout cela reposait sur un mensonge. « Êtes-vous sûr ?» bégaya Binta, à peine capable de reprendre son souffle. « Ce n'est pas vrai. On m'a dit que j'avais 3 mois et mon corps me trahissait. Je regrette profondément cette erreur, Madame Ba, dit le docteur Khalifa, la voix lourde de remords. Nous venons de découvrir l'erreur après avoir examiné de plus près vos dossiers et ceux d'un autre patient. J'en assume l'entière responsabilité. Je ne m'attends pas à ce que vous pardonniez cela facilement,
Mais j'ai pensé que vous devriez savoir la vérité. Les mains de Binta tremblaient lorsqu'elle posa le téléphone, incapable de comprendre l'énormité de ce qui venait de se passer. Tous les choix qu'elle avait faits de repousser sa famille, s'éloigner de sa compagnie, se préparer à la mort étaient basés sur un faux résultat médical. Elle n'était pas en train de mourir. Elle avait encore sa vie, mais elle avait perdu des mois précieux et, à bien des égards, elle avait l'impression qu'une partie d'elle était déjà morte. Pendant ce temps, à l'hôpital Willows, les cris de Fatoumata résonnaient dans la pièce tandis qu'elle se tenait le ventre en signe d'agonie. La réalité de son sort, si cruelle et inattendue, était trop difficile à supporter. Sa sœur Mariama se tenait à ses côtés, brisée par la culpabilité et le regret, sachant que ses propres mots durs avaient été prononcés quelques heures auparavant. Elle avait souhaité la mort de sa sœur dans un accès de rage, et maintenant, la mort les menaçait toutes les deux. Le docteur Khalifa entra dans la pièce, le visage empli de tristesse. « Fatoumata, commença-t-il doucement, je suis vraiment désolé. Il y a eu une terrible erreur dans votre diagnostic il y a des mois. Vous auriez dû être informé de votre état plus tôt. C'était mon erreur, et je suis vraiment désolé. » Fatoumata leva les yeux vers lui, ses yeux remplis à la fois de douleur et de confusion. « Vous m'avez dit que j'allais bien, que j'étais guérie. Je vous ai cru. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Mariama se recula, se mordant la lèvre, se sentant impuissante alors qu'elle regardait le désespoir de sa sœur s'approfondir. « Je n'ai plus beaucoup de temps, n'est-ce pas ?» demanda Fatoumata au docteur Khalifa, qui l'informa qu'il lui restait moins de 2 semaines à vivre. « Je suis profondément désolé, Fatoumata, » dit-il, la regardant gémir de douleur, alors qu'il promettait d'assumer l'entière responsabilité de ses erreurs. Binta, après avoir reçu la terrible nouvelle, s'est retrouvée confrontée à une réalité différente. Elle avait passé des mois à se préparer à mourir, mais elle devait maintenant affronter le fait qu'elle avait plus de temps qu'elle ne l'avait pensé. Elle a pris une grande inspiration et a rassemblé ses forces, se préparant mentalement au combat à venir. Elle devait arrêter Musa et ses complices avant qu'ils ne démantèlent complètement tout ce qu'elle avait construit. Binta a donc élaboré un plan pour donner à Musa une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain matin, Binta est arrivée à son bureau avec un sentiment renouvelé de détermination. Elle avait déjà commencé à mettre son plan en œuvre, en sollicitant discrètement l'aide de quelques collègues de confiance qui lui étaient restés fidèles. Le plan était simple, faire croire à Musa qu'il avait déjà gagné, puis lui couper l'herbe sous le pied au moment idéal. Tout d'abord, Binta a envoyé un mémo à l'entreprise annonçant qu'elle démissionnerait en raison de son état de santé, ce qui semblait correspondre au récit que Musa et ses conspirateurs attendaient. L'annonce se répandit rapidement et Moussa, croyant que sa victoire était proche, ne perdit pas de temps à préparer son accession au pouvoir. Il a tenu des réunions secrètes avec les cadres supérieurs, leur promettant des promotions et une plus grande influence une fois qu'il aurait pris le contrôle. Dans les coulisses, Binta a travaillé sans relâche. Elle a contacté le conseil d'administration, révélant les preuves de la trahison de Musa. Elle leur a présenté des documents et des enregistrements qu'elle avait rassemblés, montrant comment Musa avait manipulé des membres clés du personnel et s'était préparé à prendre la direction de l'entreprise tout en se croyant en train de mourir. Les membres du conseil d'administration étaient indignés, et Binta savait qu'elle les avait de son côté. Puis vint le jour de la grande annonce de Musa. Il se tenait dans la salle de réunion, rayonnant de confiance, alors qu'il se préparait à se déclarer nouveau chef de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration étaient présents, ainsi que d'autres cadres supérieurs. Binta, apparemment faible et renfermée, était assise tranquillement dans un coin de la pièce, observant la scène se dérouler. À tous ceux d'entre vous qui m'ont soutenu pendant cette transition, commença Musa, je tiens à vous remercier. C'est le cœur lourd que j'accepte la responsabilité de diriger cette entreprise, mais je vous assure que je continuerai l'héritage que Bintaba a construit. Au moment où Musa s'apprêtait à continuer, Binta se leva, la voix ferme mais autoritaire. Merci, Musa, dit-elle, son ton teinté de sarcasme. Mais j'ai peur que votre mandat soit beaucoup plus court que prévu. La salle devint silencieuse. Le visage de Musa se vida de ses couleurs lorsqu'il réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Binta s'avança, sortit un dossier et le posa sur la table. « J'ai la preuve de ta trahison, » dit-elle d'une voix froide et tranchante. « Tu as comploté pour prendre le contrôle de cette entreprise alors que j'étais censé mourir. Tu m'as menti, manipulé et trahi. » Binta ouvrit le dossier, révélant les documents et les enregistrements. Les membres du conseil se penchèrent en avant, leurs expressions se durcissant alors qu'ils examinaient les preuves. La posture autrefois confiante de Musa s'effondra. « Je t'ai fait confiance, Musa, » continua Binta d'une voix inébranlable. « Je t'ai tout donné, et c'est ainsi que tu me remercies, en essayant de voler ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie ?» bégaya Musa, essayant de trouver les mots pour se défendre,
mais il était trop tard. Le conseil d'administration avait déjà pris sa décision. Musa Ndiaye, a déclaré le président du conseil d'administration en se levant, « Vous êtes par la présente renvoyé de cette entreprise, avec effet immédiat. Nous ne tolérons aucune trahison à quelque niveau que ce soit. » Musa se tenait là, figé sous le choc. Le poids de ses actes s'est abattu sur lui d'un seul coup. Il avait tout perdu, le pouvoir qu'il convoitait, le poste qu'il pensait mériter et, plus important encore, la confiance de la seule personne qui l'avait sorti de la pauvreté et lui avait donné une chance. Tandis que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, Binta le regardait avec satisfaction. Elle avait récupéré sa compagnie, son héritage et son pouvoir, tandis que Musa apprenait la leçon la plus dure de sa vie. Alors que Binta était assise dans son bureau, elle reçut la visite d'une personne qu'elle n'aurait jamais cru voir dans son bureau, Monsieur Ousmane, un homme qu'elle avait essayé de voir à plusieurs reprises, un investisseur très recherché, dont Binta avait prié pour qu'il investisse dans sa société pendant des années. Monsieur Ousmane était une légende dans le monde des affaires, un investisseur insaisissable et très recherché qui ne soutenait que les entreprises dont il pensait qu'elles avaient un potentiel immense. Sa présence dans le bureau de Binta n'était rien de moins qu'un miracle, surtout à un moment aussi critique. Pendant des années, Binta avait essayé d'attirer son attention, en lui envoyant des propositions, en faisant des pitchs et même en participant à des événements commerciaux exclusifs où il était censé être présent. Mais rien n'avait jamais abouti. Maintenant, il était là, debout dans son bureau, apparemment sorti de nulle part. Binta se ressaisit rapidement, balayant les effets persistants de la confrontation avec Musa. Elle n'avait aucune idée de ce qui amenait M. Ousmane ici, mais elle était déterminée à saisir l'opportunité. Avec un sourire chaleureux mais curieux, elle le salua. « Monsieur Ousmane, je dois dire que je suis assez surprise de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous amène dans mon entreprise aujourd'hui ?» demanda-t-elle, la voix ferme mais pleine d'enthousiasme. Monsieur Ousmane sourit, sa grande silhouette imposante projetant une ombre sur son bureau. « Madame Ba, je suis votre entreprise depuis longtemps et je dois dire que je suis plus qu'impressionné. ABC Holdings m'impressionne depuis des années, mais je voulais voir comment vous avez géré l'adversité avant de prendre une décision. » Binta haussa un sourcil, tout en continuant à écouter ce qu'il avait à dire. Monsieur Ousmane, s'installant sur la chaise en face d'elle, lui révéla que dans les affaires, tout le monde peut prospérer lorsque les temps sont bons. Mais c'est la façon dont un leader relève les défis qui révèle sa vraie valeur. J'ai entendu parler de votre problème de santé, des rumeurs qui se répandent dans votre entreprise et même de la trahison de Monsieur Ndiaye, et j'ai vu comment vous avez réagi. Binta avait presque le souffle coupé. Elle n'avait pas réalisé que ses difficultés personnelles et professionnelles étaient observées de si près, en particulier par quelqu'un d'aussi influent que Monsieur Ousmane. Elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. Vous n'avez pas cédé sous la pression. Vous avez pris des mesures décisives, même lorsque tout semblait s'effondrer autour de vous. Ce genre de leadership est rare, et c'est exactement le genre de leadership dans lequel je veux investir. Le cœur de Binta s'emballa. Serait-ce possible? Était-ce enfin le moment qu'elle attendait? Mais elle savait qu'il ne fallait pas laisser ses émotions transparaître trop vite. Au lieu de cela, elle garda un ton mesuré. « Je suis honorée de vous entendre dire cela, Monsieur Ousmane. Mais que proposez-vous exactement ?» Monsieur Ousmane se pencha en avant, l'air sérieux mais calme. « Je veux investir dans votre entreprise, Madame Ba. Un investissement substantiel qui non seulement stabilisera vos opérations, mais vous propulsera également sur de nouveaux marchés. Je crois que votre entreprise a le potentiel de se développer à l'international et d'atteindre des sommets dont vous n'avez jamais rêvé. » Binta n'en croyait pas ses oreilles. Après tout ce qu'elle avait traversé, le mauvais diagnostic, la quasi-trahison, l'effondrement de sa vie personnelle et professionnelle, l'opportunité de sa vie lui était offerte au moment même où elle avait repris le contrôle de son entreprise. « C'est incroyable », dit Binta, sa voix dissimulant à peine son enthousiasme. « J'ai toujours envisagé de m'étendre à l'international, mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme vous me soutiendrait. » Monsieur Ousmane sourit à nouveau, cette fois avec chaleur. « Vous l'avez mérité, Madame Ba. J'investis dans les gens autant que dans les entreprises, et je crois en vous. » Sur ce, il lui tendit la main et Binta la serra, sentant le poids du moment s'abattre sur elle. Ce n'était pas seulement la reconquête de sa compagnie, c'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Pendant ce temps, à l'hôpital Willows, l'état de Fatoumata continuait de se dégrader. Son avenir autrefois plein d'espoir était désormais éclipsé par la triste réalité de sa mort imminente. Mariama, dévastée par la culpabilité d'avoir souhaité du mal à sa sœur dans un moment de colère, luttait pour faire face à ses émotions. Elle restait au chevet de Fatoumata jour et nuit, espérant que d'une manière ou d'une autre, sa présence lui apporterait du réconfort dans les derniers jours de Fatoumata.
Chaque instant était rempli de regrets pour les mots cruels qu'elle avait prononcés, pour la tension qui s'était installée entre elles et pour le temps qu'elle ne pourrait jamais récupérer. « Je suis désolée », murmura Mariama un soir, tenant fermement la main de Fatoumata. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je t'aime. Je donnerais n'importe quoi pour tout reprendre. » Fatoumata, faible mais toujours consciente, serra doucement la main de sa sœur. « Je sais, Mariama, » murmura-t-elle. « Je t'ai pardonné au moment où tu l'as dit. La vie est trop courte pour s'accrocher à la colère. » Les larmes coulaient des yeux de Mariama tandis qu'elle écoutait les paroles de sa sœur, remplies d'amour et de Mariama malgré la douleur. Les deux sœurs ont passé ces derniers jours ensemble, à partager des histoires, à rire quand elles le pouvaient et à trouver la paix dans le lien qui avait toujours été là, même au milieu de leurs disputes. Fatoumata est décédée en silence un matin, la main toujours serrée dans celle de sa sœur. Mariama ne pouvait contenir la douleur qu'elle ressentait dans son cœur, se reprochant la mort de sa seule sœur. Bien que Mariama ait porté le poids de ses paroles de colère pour le reste de sa vie, elle a trouvé du réconfort en sachant que Fatoumata lui avait pardonné. Elle a juré de vivre sa vie en honorant la mémoire de sa sœur, en choisissant l'amour et la compassion plutôt que la colère et le ressentiment.